Qui a besoin des blancs, des blancs, des blancs. Le bleu qui a besoin des blancs, des blancs, des blancs. Pour dire pour bien bata blanc de. Pour dire pour traîner 15 à bonne nuit, bonne nuit. Le bleu qui pour traîner noir poète, poète. Et côté de la zepo, qui est au bas, qui est au. Et côté de la zepo, qui est au bon, qui est au. Madame la ministre Anne Désirée Ouloto, patronne des États généraux des Ouè de la diaspora, face à leurs élus et chefs coutumiers du Guémon et du Cavali, les 3, 4 et 5 juin 2022 à Paris, organisé par Ouè Leader Section France, présidé par Delmas New et fondé par Yekoula Collé Laurent, le président mondial. Madame la ministre y est arrivée en compagnie d'une forte délégation, dont son Excellence Bandama Maurice, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, son Excellence Bakayoko Lira Mata, ambassadrice de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, des honorables Oula Priva, Doumbia Ibrahima, Kaïba Lambert, des vénérables de Paul, Antoine Oulounego Diet, des maires Guiboni de Diokwe, Garoger de Bangolo, le vice-président du conseil régional du Cavali, Marcel Youpé, le chef de canton Goué Patrice, ainsi que des cadres du Guémon et du Cavali. Les associations des Ouè en France, d'Europe et du monde entier ont dépêché des délégations pour y prendre part, de peur de se faire compter cet événement historique. Madame la ministre Désirée Anne Ouloto a effectué ce déplacement pour un but noble: prôner la réconciliation entre Ouè du Cavali et du Guémon, la cohésion sociale, le vivre ensemble et tracer les sillons d'un développement durable. En 10 filles Ouè, elle a démontré à travers ses pas de danse en parfaite harmonie avec ses sœurs et frères du Cavali et du Guémon. Pas de danse que nous vous laissons découvrir. C'est au cours de ces états généraux que les Ouè rassemblés ont été instruits sur la vision de l'association Ouè Leaders mondiale, sur comment renforcer l'unité et la cohésion entre les Ouè et les allochtones, allogènes d'une part, et entre les Ouè eux-mêmes d'autre part, dans les régions du Cavali et du Guémon, ainsi qu'en Côte d'Ivoire. Après quoi, plusieurs allocutions des officiels parlant d'une même voix ont été entendues. En attendant de vous les proposer, nous pouvons aisément conclure que ces états généraux des Ouè ont été un véritable succès. De l'électricité en abrégé en arrêt jusqu'en 2005. En 2006, militante politique, elle est chargée d'études puis ensuite chef de cabinet au ministère de l'Enseignement supérieur. De 2010 à 2011, elle est porte-parole du candidat Alassane Ouattara. Le 1er juin 2011, du 1er juin 2011 au 14
notre soeur, notre fille, notre maman. En 1 an, 5 mois, 13 jours, elle a été ministre de la Salubrité. De 21 novembre 2010, du 12 à 13 janvier 2013, c'est-à-dire 3 ans, 1 mois, 23 jours, Anne Désiré Oloto a été ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. De 13 janvier 2016 à 10 janvier 2017, c'est-à-dire 11 mois, 28 jours, elle a été ministre de la Salubrité humaine et de l'assainissement. De 10 janvier 2017 à 4 janvier 2018, c'est-à-dire 1 an, 5 mois, 24 jours, elle a été ministre de la Salubrité et de l'Environnement et du Développement durable, porte-parole adjointe du gouvernement. De 10 juillet 2018 au 24 mars 2021, c'est-à-dire 2 ans, 8 mois, 14 jours, elle a été ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Toujours Anne Désiré Oloto, depuis le 6 avril 2021 jusqu'à notre jour, Anne Désiré Oloto est la ministre ivoirienne de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Du 1er juin 2011, aujourd'hui samedi 4 juin 2022, cela fait 11 ans, 4 jours que notre fille, notre soeur, notre maman, la porte-parole du peuple ouai, l'envoyé du peuple ouai, le porte-étendard du peuple ouai, la représentante du peuple ouai au sein de l'élite des décideurs en Côte d'Ivoire, ça fait 11 ans, 4 jours que Anne Désiré Oloto est ministre en Côte d'Ivoire. Pour les travaux de la diaspora, n'oublions pas, elle a été élue présidente du conseil régional du Cavali pour ses actions et développement, parce qu'elle est la locomotive de développement et dans le Cavali et dans le Démon. Je vous remercie. C'est ça que nous recevons ici et maintenant dans ce satellite d'Akou, avec votre permission pour recevoir notre ministre, notre fille, notre soeur, Anne Désiré Oloto. C'est un rendez-vous qu'on attendait tous et toutes. Nous avons entendu beaucoup d'allocutions, beaucoup de messages empreints de grande émotion. Nous avons revisité notre histoire. Mais avant de vous donner la première partie de mon message, je voudrais vous demander qu'on se lève pour observer une minute de silence pour tous nos morts. Je vous remercie. Messieurs les élus, chers frères et sœurs qui m'avaient accompagné dans cette mission, je voudrais commencer par saluer les députés. Le vice-président Oula Piva, député de Kosso-Préfecture, vous avez tout à l'heure salué. Je voudrais également saluer le député Doumbia Ibrahima,
député de Djoko sous-préfecture également. Saluer le député siégeant de Couleleu, le député Kaïba Lambert. Je voudrais également saluer notre doyen. Heureusement que Madame Olaï n'est pas là parce que quand elle est là, c'est la concurrence. Mais comme elle n'est pas là, celui qui va lui dire, c'est son problème. Si elle me demande, je vais dire que je suis mal. Donc je voudrais saluer le doyen des Paul, sénateur du Cavalier, ainsi que le sénateur du Quémont, Diète Antoine, présent à nos côtés, qui a tenu à faire le déplacement. Je voudrais également saluer les maires de Tongolo, mon aîné Gare Arsène, le maire de Djokwe, mon frère Honoré Gibouni, et mon grand frère, le vice-président Marcel Pouly, qui est venu accompagner notre projet de développement dans le Cavalier et qui est le deuxième vice-président du conseil régional. Donc, Philippe, merci d'être venu. Nous sommes là également avec notre jeune frère, Oyebo, que j'ai vu se lever 2 fois, je ne sais pas s'il est dans la salle. Il est de Blolequin, tonton Zérabaon. Il va revenir tout à l'heure. Il a décidé de nous accompagner également. La dit grande sœur Julie, avec nous. Je voudrais donc vous saluer avec cette forte délégation qui m'accompagne et profiter de cette tribune pour vous présenter tous les regrets de nombreux élus et cadres. Je vais citer particulièrement notre maman, Madeleine Lali, Aimé Nyoncien, le maire Baye, le maire de Guinée. Je voudrais également citer mon directeur de cabinet politique, DRH de la fonction publique, Thio Louis-Serge, le maire de Taï, Hippolyte Bayala, mon frère René Bouloto, qui est le commandant Antoine Bailly, qui se sont inscrits pour être de la délégation. Malheureusement, le délai de traitement de leur dossier pour les visas a été très court. Et du coup, peut-être que c'est la semaine prochaine qu'ils auront leur visa. Les dossiers sont bien introduits, il n'y a pas de budget, mais on ne les a pas appuyés. Ils m'ont demandé de vous traduire leur profond regret et leurs excuses. Mais nous sommes convaincus que ce n'est que partie requise. Cette initiative est tellement belle. Je voudrais vous féliciter pour ce que je viens de découvrir. Et Dieu seul sait que votre invitation a perturbé un certain ordre. Répondre à l'invitation ou ne pas répondre à l'invitation. Tel était le débat à Abidjan. Nous sommes dans une tribune familiale. Nous sommes la vérité. Parce que tant que le ouais ne se parlera pas en vérité, on ne sortira jamais de cette situation. Merci.
Madame la ministre, si tu vas là-bas, tu vas avoir honte. Ils vont t'insulter. Est-ce que c'est bon? Faut pas y aller. Tu ne fais pas tes frères de France. Faut t'attirer dans un piège. Et tu vas te retrouver là-bas dans une activité politique. Tu ne pourras pas parler. Un autre groupe m'a encouragé. Madame le ministre, il faut y aller. Il faut y aller parce que tes frères de la diaspora et tes frères et sœurs de la diaspora ont aussi besoin de toi. C'est ainsi que sont montés au créneau le chef de canton Zibiao, Patrice Fouet, que je voudrais saluer ici, et mon grand frère Marcel Loupé. Marcel Loupé, il n'a pas de message, il n'appelle jamais. Mais quand il envoie un message, c'est pour me donner des instructions. Et il commence toujours comme ça, il faut que. Et dans ce message-là, il a dit, il faut que tu partes après. Awa Cissé est arrivé, il faut que tu la reçoives. Grand frère, c'était son message. Donc j'ai regardé comme ça, je n'ai rien dit. Je vais faire sa réunion à la primature, j'arrive, mon assistante, Mme Fanny qui est là, Madame le ministre, le chef Boué est là. Je dis, il est où? Il est au secrétariat. Mais il est avec une délégation. Je dis, bon, qu'il reste seul pour que je comprenne. Le chef, il vient, il parle, il ne sait pas que son enfant a crédit. Il passe la parole, la pommade, il me blague un peu. Ah, voici, c'est là. Conclusion, il faut la recevoir. Tu la salues seulement. Je dis, bon, ça c'est un plan. Je suis prise dans un traquenard. C'est pas bien grave, mais c'est un traquenard fraternel et très agréable. Et donc, nous avons pris rendez-vous. Je l'ai salué, on a fait une photo et après, elle a donné des nouvelles. Elle a donné officiellement des nouvelles de cette invitation. Je vous passe les détails. Je me suis retrouvé donc seul face à tout cela. Quelle décision prendre? Venir pour me faire insulter ou ne pas venir en faisant la politique de la chaise vide? J'ai réfléchi et lorsque nous étions allés à Mans dans le cadre des obsèques de la mère de notre frère, le vice-gouverneur C.A. Jean Lebré, après avoir entendu tout le monde et fait mes propres consultations, j'ai dit au chef Boué, je vais à Petit Boisson tout à l'heure pour informer officiellement ma région que je viendrai à Paris ce week-end pour répondre à l'invitation. C'est ainsi que la dynamique s'est mise en route. Et j'ai invité mes frères et sœurs élus à une concertation pour leur dire officiellement que je ferai le déplacement. De nombreux élus étaient présents, y compris ceux qui sont ici. Et c'est ainsi, de l'un après l'autre, on dit si tu y vas, on t'accompagne. Et je voudrais qu'on les salue. Mes amis, des grands frères. Mais elle est qui et puis on dit accompagnez-moi en face. Le respect qu'ils me portent est touchant. La considération qu'ils ont pour moi. Jamais je ne suis seul en Côte d'Ivoire. Ils s'arrangent pour qu'il y ait toujours au moins 2 élus avec moi partout. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés, malheureusement, jusqu'à moi, hier midi, j'espérais pour ceux qui n'ont pas pu avoir leur visa.
et dont je vous ai donné les noms tout à l'heure. Alors, pourquoi ai-je répondu à cette invitation? Je sais qu'actuellement, vous me posez tous la question. Elle est venue pourquoi? Oui, c'est vrai parce que vous m'avez appelé. Peut-être les parents. Et partout, on parle de ouais, je dois être présente. Tout à l'heure, le maître de cérémonie a présenté un point de ma personne. Et je voudrais dire à tous que je suis fille du Kémon, du Kabayi et du Go. Mon père est du Kabayi, du département de Toulepleu, de la sous-préfecture de Désodi. Je suis de la tribu Nézo, à Toulepleu, et du village de Clamou. Et mon père a épousé une femme de la famille Anité Touboui. Mais cette femme bété est née d'un bété de Gagnoua, de Barouyo, là où il y a le stade de Kapuda, ceux qui connaissent Gagnoua, et de Kuipi, plus précisément de Pompi. Ma grand-mère est de Pompi et elle-même, sa mère, est de Williamine Doudou. Elle a tourné même. Elle a mélangé tout le monde. C'est pour cela que, avec 75% de pété de ouais en moi, les pétés sont un peu chauds. Mais c'est pas grave. Ils acceptent. Ainsi donc, que je sois dans le Kabayi ou dans le Kémon, je suis chez moi avec mes parents. Et donc c'est parce que j'aime mes parents. La deuxième raison, elle relève de mes responsabilités. Je n'ai jamais demandé au président Alassane Ouattara de faire de moi un homme de leader. Mais en me choisissant pour me mettre à ses côtés, c'est vrai, il a vu une vieille collaboratrice, sa fille, avec qui j'ai marché longtemps. Il le dit, parle de mes qualités de loyauté, etc. Mais un homme averti, je crois qu'il regarde derrière moi. Qui est derrière moi? Il peut trouver. Dès lors, je considère que je suis en mission pour les ouais auprès du président Alassane. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous voyez, mes collaborateurs m'ont préparé deux discours. Un discours d'ouverture et un discours pour les débats. Tout à l'heure, vous m'avez vu ouvrir mon iPad, je regardais. Mais après avoir entendu tout ce que j'ai entendu là, j'ai décidé de vous parler avec vous. Ce que vous avez dit aujourd'hui est incroyable. Avec le ministre Mandala, on a fait beaucoup de commentaires à deux. Et ainsi qu'avec le frère Black qui est à ma bouche. Mes chers parents, je ne vais pas répondre point par point à ce que vous avez dit. Mais je vais vous rendre un témoignage. Témoignage de ce que je fais à côté d'Alassane Ouattara. Témoignage de ce que j'ai fait depuis 2011 en déplacement. Je vais passer en perte de profit tout ce que j'ai fait avant 2012. Mais de 2011 à 2022, croyez-moi, mon seul objectif,
était la réconciliation entre les enfants ouais. D'abord. Et entre les ouais et les populations qui vivent avec nous dans nos régions. C'est un témoignage que tous ceux qui sont avec moi ici partagent. Ils sont des témoins contemporains. Et ce que je dis, je le dis dans la présence du Seigneur. Parce que ce dont nous parlons là, c'est grave, c'est fort, c'est important pour le ouais que nous sommes et pour la nation tout entière. Les 4 thématiques que vous avez retenues se retrouvent dans ce que je vais vous dire comme témoignage. Quand je suis arrivé avec le président Ouattara en 2011 aux affaires, au moment où on était encore au Golfe, quand les populations m'appelaient du village pour dire un peu la situation qui prévalait chez nous, on était à une réunion où j'ai prié. Et le président de dit, ça va passer. Mais quand on sortira du Golfe, les premières localités que je visiterai, ce seront des régions. Oui. Et lorsque nous sommes sortis du Golfe et que la situation sécuritaire a été maîtrisée, le président Alassane Ouattara a organisé ses premières visites d'État. Chef Goué et témoin. Il est arrivé par l'avion à Mans. La première nuit, le soir, et le lendemain, la première localité ouais que ces pieds ont foulé, c'était Pio. Il est arrivé par hélico de Mans. Et ensuite, il a pris la route pour allier Loleke, Kiko, Djokwe et reparti. Donc, Pangolo reparti à Mans où était sa base. Ce jour-là, à cette occasion, il y a eu toute une organisation mise en place. Mais quand nous sommes repartis à Abidjan, mes parents, chers Boué, ils ont dit, le président est venu, mais il s'est assis à moi. On n'a pas eu le temps de parler avec lui. Nous sommes restés sur notre pied. Chef, vrai ou faux? Et je suis allé voir le président Alassane Ouattara qui lui dit, les chefs se plaît, les cadres se plaît. Il n'a pas eu le temps. Parce qu'il y a eu une rencontre avec les cadres et les élus, et ça s'est fait avant. Et c'était la majorité nous fait. C'est comme cela que j'ai obtenu que le président reçoive les ouais au palais présidentiel à Abidjan. Les ouais sont les seuls peuples de Côte d'Ivoire à avoir été reçus par Alassane Ouattara au palais présidentiel. C'était en 2012. Les chefs, les membres du gouvernement, mon grand frère Bonjour Frère Assoman Bidé, les cadres sont venus nombreux avec une liste de doléances, des propositions. Ils ont voulu faire le président. Et l'une des revendications premières était la restauration du sacré Oué. Sur les deux cahiers, on était déjà débuté. Et ce jour-là, le président Alassane Ouattara a remis 200 millions pour la restauration du sacré. 100 millions dans le Cavalier, 100 millions dans le Guémon,
de 5 millions par département. Ça pouvait les 1000 départements. Et sous la supervision de nos doyens, avec un rôle actif des chefs, les missions étaient conduites par nos élus. Ça n'a pas suffi. En plus de cela, le président Alassane Ouattara a accepté publiquement au palais présidentiel, a dit, mais il ne parle toujours de son grand frère Marcel Bossio. Qu'est-ce qu'il fait au Maroc à son âme? Dites à mon frère Bossio de rentrer et à tous ceux qui sont blessés. Quelque temps plus tard, j'ai été demander la permission au président Alassane Ouattara d'aller rendre visite à mon grand frère Marcel. Parce que, étant dans la diaspora, vous avez dû entendre que j'ai lancé des appels aux cadres qui sont en exil en leur demandant de rentrer et qui ne leur arrivent rien. C'est Marcel Bossio seul qui m'a appelé. En premier, petit sœur, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Et donc, j'ai été le rencontrer à Casablanca en 2013. Ce jour-là, c'était vraiment beaucoup d'émotions. Nous avons pleuré. Mais je voudrais dire que c'était la première fois que je rencontrais Marcel Bossio. Il a dit quelque chose que je vais vous partager parce que c'était un grand homme. Quand il a commencé à pleurer, c'est lui qui m'a fait pleurer. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Petite sœur, tu as été la seule à ne pas avoir mangé des poissons quand tu étais au port. Et je n'ai jamais répondu à tes messages de vœux. Voyez comme c'est fort. Il dit, et aujourd'hui, c'est toi qui prends ton avion pour venir me rendre visite. Je dis, grand frère, si je suis là où je suis, c'est à cause de Dieu et c'est vous. Que ma présence à côté du président de la République vous rassure, je suis venu te dire de rentrer. Nous sommes restés ensemble toute la journée et à 19h, je suis allé à l'aéroport pour prendre mon vol. Je revenais de Tunis pour prendre mon vol et Marcel Bossio, quelques années plus tard, n'est pas rentré tout de suite et est revenu à Abidjan. La condition, c'était que je sois à l'aéroport. Et j'ai été à l'aéroport. Il est arrivé à 5h30 à peu près. Et de là, nous étions avec le doyen Moulaï Diabas, qui vit et est un programme frère. Et de là, nous sommes allés à la maison, chez moi. On s'est arrêté à la pâtisserie abidjanaise, on achète des croissants et tout ça pour qu'on prenne le petit déjeuner ensemble. Vers 9h, après les demandes de nouvelles, c'était vraiment très chaleureux. Il dit, bon, petit, c'est je vais te donner la réponse. Mais il a pris son téléphone portable et il regarde tous les messages que je reçois. On dit que tu m'as tiré dans un piège et que dès que je vais sortir de chez toi, on va m'envoyer à la peste. Je dis, moi, il dit oui. Je dis, grand frère, mon aide de camp et ma voiture, va avec. Mon aide de camp était avec moi, cette période s'appelle le sergent-chef Siébétiti. Avec l'une de mes voitures que j'ai dit à disposition de mon grand frère. Et le sergent-chef Si est resté avec nous pendant 3 mois. Jusqu'à ce qu'il soit en totale confiance. Il venait chez moi et moi j'allais chez lui. Il était FPI et moi je suis RHDP. Il n'est jamais venu à une de mes activités politiques. J'ai été candidate. Il n'est jamais venu me soutenir. Parce qu'on n'avait pas un contrat politique. Nous avions un contrat de fraternité. Marcel Bossio, tous ses avoirs étaient déjoués.
La maison où il vivait, il a vécu jusqu'à son rappel à Dieu. Cette maison-là lui a été restituée. Il a fait les travaux. Il a réhabilité sa maison. Il est venu habiter là avec toute sa famille. C'est là que ces obsèques ont été organisées. C'est un témoignage. Voyez-vous, chers frères et sœurs, parlons de la réconciliation entre les cadres, entre les élus. Ouais. De quelle réconciliation devons-nous parler? De quelle réconciliation? Je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Et c'est bien. Moi-même, c'est mon oncle aussi, puisque c'est ma maman qui est du corps. Ça ne peut pas me faire mal. Quand il arrive, et puis il dit, je vais pleurer avec le mouet. Je vais les saluer. Il y a quel problème dans ça que ça nous dérange? Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Non. Et la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Mais que je sois président de région, de la région du Cavalier, où le président de Gbagbo va aller dormir, où il va passer des jours, et que je ne sois pas informé, est-ce que vous trouvez ça juste? Je suis président de région, et je suis la ministre aussi de la région. Et je suis la nièce. Je suis une nièce au pays d'été. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le grand frère C. Gaspard. Il était assis aussi. Le grand frère, il se couvrait. Pas bon, hein? Pas bon. La réconciliation aurait été magnifique si, en tant que président de région, m'avait invité. Je serais allé m'arrêter et j'aurais demandé à tous mes frères HDB, venons, on va aller à Monsieur Mamba, ancien président de la République. Ainsi va le monde. Mais je n'ai pas eu ce privilège, je n'ai pas eu ce plaisir. Mais je le dis parce que c'est un témoignage et l'organisateur en chef a reconnu, il m'a appelé petite sœur, tu as raison, faisons en sorte que ça ne soit pas. Et je m'engage, ça ne soit pas. Ma conclusion sur cette thématique de réconciliation entre élus du Cavalier et du Guénou, c'est pas Kakabe qui va venir nous réconcilier. C'est un comportement de tous les jours. Est-ce que celle qui est au gouvernement avec Alassane Ouattara, je la reconnais comme ma soeur? Voilà la question. Pourquoi je viens en France répondre à une invitation? Vous nous avez tous invités. Pourquoi je viens avec mes frères et sœurs seulement qui sont du RHDP? Mais vraiment pourquoi? Est-ce que vous pensez que ça, c'est l'expression d'une volonté de nous réconcilier? C'est un comportement. Je suis membre du gouvernement aujourd'hui. Je suis ouais. Quel est le ouais qui dans son cœur n'est pas content de ça? Dites-moi la. Aujourd'hui, dans quelle famille ouais il n'y a pas de problème? Partout. Donc, à cause de la politique, ma soeur est au gouvernement là. Comme elle est RHDP, je ne vais pas chez elle. Mon frère, ma soeur, ne pas venir. Ceux qui veulent venir, on va travailler ça. Je ne peux pas dire plus que ça. Voici le député Kaïba qui est là. Je le cite chaque fois parce que le débat a commencé à tout le bleu.
Les gens même hier qui l'ont critiqué ici, qui l'ont insulté là, elle les reçoit, elle les aide, elle fait ceci, elle fait cela, elle leur a donné du travail, elle a fait ceci, elle va les soutenir. Je dis oui, nul n'a le droit d'être le seul. Je suis aujourd'hui au gouvernement, mais si vous pensez que parce que je suis RHDP, je ne dois aider que les militants du RHDP, alors on n'a rien compris au vivre ensemble. Et donc, quand je pratique le vivre ensemble, mon grand frère Saïd Alphonse, vous le connaissez tous, grand militant du FPI, reconnu pour avoir été celui qui écrivait les discours du président Laurent Gbagbo. Vrai ou faux? Si. Il est aujourd'hui ambassadeur en Algérie. Est-ce que vous l'avez déjà vu dans une tenue de RHDP? Et lui, moi, c'est à l'occasion qu'on se parle. Il est FPI. Il est ambassadeur en Algérie. Mais nous savons être frères et sœurs. Et pour la petite histoire, quand on a été candidat, Kaïba Joua, c'était en 2015, il était candidat aussi aux législatives de 2016. En 2016, il était aussi candidat. Kaïba et moi, on est policiers. Il dit qu'il fallait te battre. Et puis on a battu. Il m'a appelé pour dire que tu sais, félicitations. Et puis la vie continue. Nous devons s'attendre à être frères et sœurs. C'est un comportement. Vous voyez, les problèmes du foncier. J'ai été ministre de la Solidarité. Mon péco, j'ai oublié. J'ai pris le lead sur la question du Mont Péco. Et le président de la République a voulu qu'il en soit ainsi. Parce qu'il sait que c'est sur la tête des moyens. Tout ce qu'on a fait, on ne l'a pas fait sans les chefs. Ça a été une démarche participative. Mais ce qui me plaît dans vos exposés, vous avez su remonter dans le temps. Pour vous dire que les problèmes que nous gérons aujourd'hui sont des problèmes qui datent depuis longtemps. Même d'avant 82. Le point d'épée. Quand les tueries ont commencé dans le point d'épée, quand nos parents ont chassé les baoulés, je vous assure que c'était grave. C'était chaud. Moi, j'ai peur des hélicos. Je vous assure, j'ai peur. Mais ce jour-là, le Premier ministre m'a tout compté à son âme. Il dit, ma petite soeur, prends les photos, tu vas y aller rapidement. Il va falloir payer ce soir. J'étais seul avec les pilotes. Et je suis arrivé à Guillaume. Réunion d'urgence. À Zéaglo, les deux communautés étaient face à face. Les Burkinabés d'une part et les Oué d'autre part. Mais la tension qui était dans la ville, et quand j'ai proposé qu'on y aille, tout le monde a dit, Madame la ministre, vous ne pouvez pas partir là. Tu ne peux pas y aller, c'était grave. J'ai fait ma prière et j'ai dit, Seigneur, il faut que j'aille. Si je ne veux pas encore une fois qu'on dit, ouais, on fait ça. Ou ceci est arrivé au ouais. Nous sommes allés. Quand nous sommes arrivés à Zéaglo, même les chiens, vous ne pouvez pas les voir là. Nous sommes rentrés à la sous-préfecture. Les Burkinabés étaient face au ouais. Une affaire de mort. Encore une fois.
On n'avait pas raison ce jour-là. On n'avait pas raison ce jour-là. Et les chefs Woué demandaient pardon pour Bukilabé. Mais Bukilabé était fâché, il ne voulait pas. Or, la même prise de ONDB, une semaine avant, c'était les Baoulés qui nous demandaient pardon. Et puis on dit non, Dieu, on ne veut pas. Et ce jour-là, Naou a trouvé. Les Bukilabés sont au dehors. Ceux qui sont dans les campagnes, ils sortent comme ça. Le groupe s'est élargi au fur et à mesure, je vous assure que c'est impressionnant. Et je me suis levé ce jour-là. J'ai dit, mais tout ce qui me reste, c'est de me mettre à genoux. Tout ministre que je suis, de me mettre à genoux. Et quand je me suis levé, j'ai enlevé mes chaussures pour dire, je vais me mettre à genoux. C'est ça, Boué, qui était à l'époque président de la région du Kabaï, que j'avais également demandé de venir avec moi. Je dis, grâce, il ne faut pas faire ça. Je dis, mais ce sont mes parents qui m'ont mis dans ça. Donc, je vais me mettre à genoux. Les vieux Bukilabé disent, madame, il ne faut pas te mettre à genoux. Je dis, je vais me mettre à genoux. Ça, vous voyez, bon, je vais marcher. Et il s'est mis à genoux. Voilà comment nous avons désamorcé ce problème. Mais la question des Baoulés qui étaient par milliers à la couverture des Guinées. Ça a duré des semaines et des semaines. Le président Rousseau est venu, les Baoulés, c'est 4 Baoulés. Nos parents nous sont tous réunis, ils ont dit, pas question, ils n'ont qu'à quitter. On a demandé pardon. Entre-temps, moi je suis du gouvernement, je viens, je quitte à 19h, je viens rapidement pour repartir. On dit, il y a un conclave. Et puis un jour, j'ai dit à mes parents, on était fatigués, nous tous on était fatigués. J'ai dit, bon, vous voulez qu'on les chasse? Ils disent oui. Qu'à les chasser. J'ai dit ce jour au chef pour la S, j'ai dit, bon, papa, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, moi je vous demande d'abord qu'on appelle nos frères qui sont dans les autres localités. Les Tchassalé, les Toussi, les San Pedro, Grand Bérébi, Agouville. Anyama. Ils n'ont pas quitté là-bas au d'abord. Parce que sinon on chasse les Baoulés là-bas. Mais ceux vont nous chasser les choses. Et personne ne s'attendait à cette réaction de ma part. Ils ont commencé à se regarder. Je dis non. Parce qu'on va commencer des palabres qu'on ne va pas être capable de mener jusqu'au bout. Au moment de ça, je dis, quand tu veux faire quelque chose, il faut t'assurer que tu pourras aller jusqu'au bout. Nos frères sont à Tchassalé, c'est à Tchassalé là-bas, il y a Yansombi. Yansombi là, c'est pas non le guerrier. C'est pas Yansombi qui a créé son billet là-bas. Yansombi là, pourquoi il revient au village? Donc on s'est rendu compte que on allait un peu trop fort. C'est comme ça qu'on s'est assis. On s'est dit la vérité. On s'est parlé. Ça a pleuré. Mais ce qui est sûr, ça a été difficile. L'État a apporté, a mis en place une piste de solution. Nous avons travaillé avec le ministre Domaï sur la nouvelle politique forestière. Il y a une convention aujourd'hui qui dit l'État de Côte d'Ivoire à la région du Kabaï. En tant que président de région, j'ai signé cette convention par laquelle les riverains du Guédébé, eux aussi, auront leurs espaces. Et ainsi de suite, vous pourrez avoir des éléments de cette convention. Mais la conclusion, c'est que nous sommes obligés de vivre ensemble. Entre Oué, mais les Oué avec les allochtones et les allogènes. Mais quel sera le mode opératoire? Quelles sont les modalités de se vivre ensemble? C'est de ça que vous parlez aujourd'hui. C'est ça le fond de votre problématique. La problématique du développement de nos localités. Mais je suis tellement contente que dans la diaspora, vous vous posez la question de savoir
des pays comme le Sénégal, le Mali, le Niger. Mais c'est la diaspora qui soutient les États. On m'a même dit qu'il y a des moments où on attend des actions de la diaspora pour payer les fonctionnaires. Au Mali. D'après ce qu'il m'a dit, je n'ai pas encore eu des éléments de preuve. Au Sénégal. À quel moment la diaspora de nous va réfléchir pour dire quel est mon rôle en réalité? Parce que ce qui nous est donné de constater, nous qui sommes au pays, c'est que la diaspora a un rôle essentiellement politique. Mais je suis fier d'être web aujourd'hui. Parce que pour la première fois, je suis sûre dans l'histoire de notre pays, une diaspora dit à ses élus, venez, nous avons réfléchi, voilà notre position. Et pendant que je vous écoutais, je dis, mais Seigneur, on aurait dû commencer ça plus tôt. On aurait dû commencer cela tôt. Je ne sais pas. Nos régions ont souffert. Il y a eu des déchirures profondes avant 2010 et même après 2010. Jamais nous sommes assis comme on le fait aujourd'hui pour réfléchir et dire comment on fait pour que de telles actions ne se reproduisent plus dans le pays. On n'était pas servi de chair à canon. Quand je leur dis, ils me disent, tu fais de la politique. Je dis, oui, je fais de la politique, avec mon intelligence. Pourquoi, quand il y a eu la crise, en 2010, pourquoi à Gagnois les maisons n'ont pas tourné? Dites-moi. Question. Pourquoi c'est à Clan, pourquoi c'est dans le Cavalier, pourquoi c'est dans le Démon que les maisons tournent? Question. Vous avez dit, les Oueds n'ont pas de leader. Le pays va avoir un leader. C'est vous qui avez dit. C'est vous de vos réflexions. Et c'est vrai. Le Grand Nord a un leader. Et il vous bloque derrière les fils. Le pays était un leader. Oui. Mais parce que tout a été faussé à la base. Nous devons travailler pour une nation, pas pour des territoires. La nation ivoirienne, on met ce combat là. Moi qui suis ouais et go, si la nation se déchire, comment vais-je vivre avec mes parents ouais et du go? Ils vont me couper en deux ou bien? Non, ce n'est pas une absurdité. Tout à l'heure, l'un des intervenants a dit que sa petite fille est burkinabé. Quand on a dit les burkinabés n'ont qu'à sortir de nos frères, n'ont qu'à quitter, n'ont qu'à aller chez eux, sa petite fille, elle allait rester au pays où ou bien elle allait partir. Le développement a besoin de nous tous. Nous essayons de faire ce que nous pouvons. Au niveau du cavalier, croyez-moi, ils sont là. De 2018 à la date d'aujourd'hui, nous avons bien avancé. Au niveau du démon, il y a aussi beaucoup d'efforts. Mais on a besoin de grands projets. Est-ce que vous
savez qu'aujourd'hui, le pont sur le Rousseau qui rentre à Guido est en train d'être refait. Ce n'est pas l'ancien pont qu'on a réhabilité, c'est un nouveau pont qui est en train d'être construit, un nouveau pont de 2 voies, qui sera comme le pont de Coiffré. Oui. Aujourd'hui, de grands projets routiers. Je sais, quelquefois on est ici, on est peu impatient. Mais le président Ouattara, un homme averti, travaille avec des procédures parce qu'il s'inscrit dans la durabilité. Mais demain, je vous dis, vous allez voir en fin 2025. La route, publiquement, elle sera bituée. La route qui doit tailler, c'est le chef Boué là. Elle sera contrôle. Il y a beaucoup d'initiatives prises. Prenons le secteur de l'électricité. Aujourd'hui, les 2 régions Kabané-Guinée, nous sommes à environ 87% de taux d'électrification des villages. Ça veut dire que si le gouvernement continue sur cette lancée, en février baissé, tous nos villages de 500 habitants seront électrifiés. Chers frères et sœurs, le pays avance. La question de la jeunesse, vous n'avez pas abordé ça comme une spécificité. Je voudrais proposer que ce soit une spécificité dans nos réflexions. Non, c'est pas le fait de vivre comme ça, il faut pas être dans l'émotion. Ce que je dis, c'est un témoignage, il faut l'écouter. Moi, j'ai encadré nos jeunes après 2011. Quelle était la situation de ces jeunes? Président, nos jeunes, ce qu'ils savaient faire, c'était miliciens, groupe d'autodéfense. Vous le savez? Et on les appelait comment? Les ex-combattants. Ex-combattants. Je les ai réunis un jour à tout le cahier va être là. Je dis, quand on vous appelle ex-combattant, ça ne vous fait pas honte. Quelqu'un, tu arrives quelque part et puis on dit, oui, monsieur, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Non, en fait, je suis un ex-combattant. Donc, dans ta vie, toi, ton identité, et sur ton fond, c'est ex-combattant. En le disant, tu rends notre région vulnérable. Ça veut dire que dans cette région-là, les jeunes sont habitués aux armes. Ils sont habitués à la violence. Et je leur ai dit souvent, nos parents nous ont appris que quand on donne un nom à quelqu'un, ce nom-là a un impact sur sa personne, sur sa façon de faire. C'est pour ça qu'on dit spirituellement aux parents, ne donnez pas des noms bizarres aux enfants. Ne dites pas Palabeul. J'appelle l'enfant Palabeul, il va faire Palabeul sa vie. Menteur. Et l'enfant il grandit, il ment son nom, il vieillit, il ment. Voleur. L'enfant va rester avec le corps. Mais j'ai dit à les voleurs. Donc son âme même a enregistré voleur. Nous savons tous que c'est la vérité. Et je leur ai dit, faites-vous appeler ambassadeur de la paix. Vous qui avez pris les armes hier, travaillez à la paix. Aujourd'hui, ça a été à la pacification de la région. J'en profite pour répondre à la doléance concernant le groupe de jeunes encore à la maison d'arrêt d'Ottawa. Ils étaient très nombreux, environ 80, à avoir été arrêtés. Quand les violences ont éclaté, ils ont violenté la maison du préfet, les administrateurs, le sous-préfet, quand c'était le secrétaire dans le sous-préfet, lui-même qui a eu un pied cassé parce qu'ils allaient chez lui, et dans la fuite, il a sauté la clôture, c'était mal.
autorités avaient fui la ville. Les enfants étaient fâchés parce qu'un gendarme a tué l'un d'un autre. C'est vrai que ça fâche. Mais nous sommes dans un état de droit. Nul n'a le droit de se défendre, comment on dit ça? De se faire justice. De se faire justice. Nul n'a le droit de se rendre justice. Malheureusement, la violence appelle la violence. Et finalement, ils ont tué le gendarme. Ceux qui ont tué le gendarme, il y en a qui étaient à côté puis filmés. Ils ont exercé des actes graves sur le gendarme mort. Malgré qu'il était mort, ils ont continué de le violer. Mes frères sont là. Le nombre de va-et-vient des événements. Et le gros lot qui est sorti, les jeunes du Cavalier ont organisé une cérémonie de pardon à laquelle ils m'ont invité. Ils m'ont invité. Ils sont mis à genoux, ils ont demandé pardon. Et je leur ai prodigué des conseils et j'ai pardonné. Mais ce n'est pas moi. En tant que leur sœur, c'est la nation. Imaginez qu'aujourd'hui, ces jeunes qu'on a filmés comme ça avec fierté, que les juges ont identifiés, ils sont là. Après ce qu'ils ont fait là, c'était... Si vous fouillez, pour ceux qui connaissent bien les réseaux sociaux, je ne sais pas, mais vous allez retrouver cette image atroce. On s'est engagé dans un état de non-droit. C'est pour cela que la diaspora, là encore, peut jouer un rôle dans la pacification des cœurs, dans la prise en main de notre jeunesse, qui pendant 10 ans, et voire plus, n'ont vu que violence. Ces jeunes-là, quand une fois ils allaient dans un village, c'était pendant ma campagne, à tout le plus encore, il y a un jeune là-bas qui était fâché pour dire oui, il n'y a pas d'élection ici. Je crois que c'était en 2011. Il n'y a pas d'élection, il a parlé, il tape sa poitrine et tout ça. Je dis pourquoi il n'y a pas d'élection? Il dit que tant que le président de l'homme Bako ne n'est pas en Côte d'Ivoire, il n'y a rien ici, il n'y a pas d'élection. Je lui ai dit, bon, c'est ton choix. Mais ton choix là, il ne faut pas l'imposer aux autres. Pourquoi? Parce que dans la vie, on ne peut pas tout mélanger. Il y a un problème, un leader, un frère, un problème, on l'accompagne dans la gestion de son problème. Mais ça ne veut pas dire que la population arrête de vivre. Vous voyez, chers parents, nous sommes face à notre propre destin. Les palabres dont vous parlez pour dire qu'il faut qu'il y ait réconciliation. Il y a quoi dans le fond? Il y a quoi à la base? Si ce ne sont que des incompréhensions, des on-dit, il a dit que quand ça chauffe là-bas, quand ça chauffait là-bas, 2010, 11, jusqu'à aujourd'hui, ils sont tous là. Il y a chez Bouéla, il y a des localités où je suis rentré, on dit là-bas, on ne peut pas rentrer. Je dis, ce sont des parents, ouais. Quand ils vont me voir, si je ne suis pas ouais, je saurai que je ne suis pas ouais. Et ça contribue chaque fois à baisser la pression. Mais comment je suis au pouvoir, que mes frères sont en exil, quand le terrain est favorable, on salue ses autres frères. Il y a deux qui sont venus me saluer. Marcel Bossio et Vos Sacrifices. J'ai demandé à aller saluer
pas venu me saluer. Parce qu'on peut prendre ça aussi autrement. J'ai souffert, je suis revenu, ma petite soeur va venir me saluer. Je n'ai pas fait la démarche. Est-ce qu'on m'a ouvert les portes? J'attends encore les réponses pour aller saluer des frères qui sont revenus d'ici. La réconciliation se fait à deux. Paix à son âme, Mao Blofier. Je dis tout ça, c'est témoignage que je donne. Et après, vous allez en tirer des leçons. Mao Blofier, après la crise, il avait été incarcéré. Vous savez ici comment on a fait, puis il est sorti de prison. Et quand Mao est sorti, c'était un grand homme. Il est venu me dire ici. Et on a gardé le grand rapport. Et pourtant, nous connaissons tous notre histoire récente. Au point où, quand le Seigneur l'a rappelé à lui, j'ai été la première personne que sa femme a appelée. Pour dire ton frère a eu un malaise, il vient de rentrer. Parce que c'est lui qui m'a représenté aux obsèques de Mao. Où je me suis impliquée, je ne vous dirai pas les détails par décence, je me suis impliquée de bout en bout. Mais ce Mao là, il a été RDRG. Non. Mao, est-ce que Mao est RHDP? Non. Il a été RHDP? Non. Quel est celui de ses parents qui est RHDP? Personne. Personne. Mais je l'ai fait par devoir et par obligation fraternelle. Mao est d'abord mon frère. Il y a eu autant quelque chose. Et à ce moment, j'ai été du début à la fin. Et lui, il était malade longtemps. Il y a eu autant, il n'a jamais été militant de mon parti. Mais c'est quand il était cloîtré pendant la période post-électorale, 2010-2011, que nous sommes entrés en contact par mon frère. Et j'ai gardé des contacts comme ça avec Yahi Octave. Nous sommes devenus frères. Il n'a jamais participé à une de mes activités. Et d'ailleurs, il n'a jamais participé à une de mes campagnes électorales. Quand j'étais président de région, candidat pour la région, il soutenait notre candidat. Et pourtant, nous avons su être frères et sœurs. Donc, chers parents, vous voyez, j'ai tout ramassé pour vous servir ces différents témoignages. Mais c'est par humilité que je le fais. Parce que ce que vous souhaitez, la réconciliation, je pense humblement être une actrice principale de la réconciliation. Et avec moi, tous les frères et sœurs que vous voyez là, et ceux que j'ai cités qui sont là. Et pourtant, nous tous, on nous a dit, ne partez pas. Nous sommes venus. Sur toutes les autres thématiques, je pense qu'il y a un travail profond à faire. Il y a des points qui sont techniques, il y en a d'autres qui sont politiques. Sur les points techniques, comme la loi sur le foncier, les politiques, vous demandez une suspension donc, de l'immatriculation des terroirs. Tout cela est d'ordre technique. Il y a des informations dont vous avez besoin. Quand j'ai entendu vos différentes préoccupations, il y a des politiques qui sont développées en Côte d'Ivoire pour apporter des réponses à ces problèmes, notamment en matière d'autonomisation des jeunes et d'autonomisation des femmes. C'est la raison pour laquelle je voudrais terminer mon propos en passant un message, celui des élus ici, parce que nous avons nous aussi préparé cette visite. Les états généraux des Oué, c'est tellement profond, grave et important
Parce que ceux qui y sont doivent participer aux travaux. Allogènes comme alloctones ou autochtones, oui. Nous devons tous participer aux travaux. Au sortir de ces travaux-là, on sera tous responsabilisés. Et dans un jeu de rôle, chacun va apporter sa pierre. Alors quand j'ai dit au président de la République que je venais, je vous ai dit qu'il m'a donné son autorisation. Il m'a dit, mais il s'agit de quoi exactement? Et puis je lui ai expliqué. Il dit, mais je pense que tu devrais les inviter en Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup parmi eux aussi sont déconnectés. Il vous connaît, vous tous. Il y a un président. Il dit, il y en a, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans même, on n'a pas mis les pieds là-bas. Mais leur réflexion, c'est sur les on dit, il paraît que. Or, on sait aussi que souvent, derrière le on dit, il y a beaucoup d'intérêts personnels et de mensonges. Nous-mêmes, nous avons vérifié des choses. Et nous savons aussi que souvent, beaucoup de choses viennent de la diaspora. C'est la diaspora qui oriente et qui aide les parents à décider. Vous êtes leader politique, vous voulez être maire, député, vous allez faire vos campagnes pendant des mois et des mois. Il faut attraper la diaspora d'abord. Nos frères sont assis ici dans la diaspora. Puis ils regardent vers le pays, vers le village. On dit quoi là-bas? Qui veut être maire? Oui, c'est l'ironie. Les parents disent non, mais nous, on est là, on attendait ton appel pour que tu nous dises on va voter qui? Tu as fait ta campagne 2 jours avant. Un petit coup de fil. C'est fini. La main est gâtée. En 2018, je vais faire une paix. Un petit coup de fil de la diaspora quand je voulais être président des régions. Ne votez pas pour elle. Maman. Bon, comme on s'était bien battu aussi, on avait travaillé, on avait convaincu par le discours et par les actions, on avait convaincu nos parents à la base. Et aujourd'hui, ne le regrettez pas, je vous assure, nous faisons un travail magnifique. Nous avons mis des plateformes de dialogue avec les chefs, avec les jeunes, avec les femmes. Nous avons un projet d'autonomisation des femmes qui fonctionne. Tout à l'heure, maman parlait de les aider, de les accompagner. Donc, je propose, avec mes frères, que cette rencontre d'aujourd'hui soit l'ouverture des états généraux. De telle sorte que sur la base du document que vous avez produit, chaque département, chaque sous-préfecture, dans chacune des régions, travaille. Et on se donnera rendez-vous dans un avenir proche. Au pays, cette fois-ci. Pour que vous ayez en face de vous vos chefs de cantons, de tribus, de villages, les jeunes, les femmes. Pour que vous les ayez à disposition pour entendre leur ressenti aussi. Ce que vous avez dit dans votre document, est-ce que vous les avez vraiment entendus? Je te donne pas. Derrière la question du foncier, il y a des vices qui se cachent. Chacun a sa part de responsabilité. Mais je souhaite que nous, notre part de responsabilité, nous la révélons. C'est là aussi, au nom de tous vos frères et nous qui sont là, de faire en sorte qu'on se retrouve à Djokwe de Bekemo, à Guiglo de Kabali. De telle sorte qu'à la fin, il y ait cette grande-messe de cohésion et de vivre ensemble entre les Ouè eux-mêmes et entre les Ouè et les populations qui vivent entre nous. Si vous êtes d'accord,
avec, si vous êtes d'accord, avec notre approche. Cette approche participative, inclusive, dans l'ouverture, dans la franchise de la session, dans le mea culpa, la remise en cause de chacune et de chacun. Alors on va créer les conditions d'un départ. De telle sorte que plus jamais, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, on ne voit un ouais qui insulte son frère ouais, qui s'attaque à son frère ouais. On ne voit pas ça entre les autres. Pourquoi chez nous, on voit ça? De telle sorte que demain, on retienne que dans une famille, on doit avoir, nous sommes un pays démocratique, on doit avoir plusieurs membres de différents partis politiques. Mais quand un arrive au pouvoir, on fait la politique avec intelligence. Nous aussi, nous devons avoir notre part du développement. C'est ça qui est la vérité. Si Amouloto est au pouvoir, est-ce qu'elle est ouais? Oui. Mettons-nous à côté de notre soeur pour qu'on l'aide à nous envoyer le développement. C'est ça qui est la vérité. Et je suis disposé à travailler dans ces conditions parce que ainsi va le monde. Hier, c'était le président Félix Houphouët-Boigny. Il a fait ce qu'il pouvait faire avec nos devanciers, à qui je rends hommage. Après lui, c'était le président Henri Konan-Bédié. Il a fait ce qu'il pouvait faire avec mes dévanciers. Et je leur rends hommage. Après lui, c'était mon oncle Guy Robert qui est resté dans une transition. Après Guy Robert, c'était mon oncle Laurent Gbagbo. Lui aussi, il a fait ce qu'il pouvait faire avec mes frères, mes dévanciers. Aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara qui est là. C'est aussi ça qui est la vérité. Votre fille, votre soeur Amouloto est à s'occuper. Et vous l'avez dit, depuis 11 ans, combien de mois et de jours, c'est vous qui avez calculé. Et en me mettant à ses côtés, il tend la main au peuple ouest. Saisissez sa main, frères et sœurs. Saisissez sa main parce que le développement, il s'arrache, il se prend là où il est. On ne le fabrique pas, il se conçoit. Et le développement de la Côte d'Ivoire est conçu à travers le programme national de développement, à travers les programmes sociaux du gouvernement, à travers toutes les politiques sociales et de gouvernement. Et ça se prend là où il y a le président qui est en exercice, Alassane Ouattara. Il vous attend pour venir prendre votre part de développement et pour pouvoir vous aussi établir. Je vous remercie.
E kote de la se ko gen o gbon gen o. Gbogbo ki abo gen de evlan, de evlan, de evlan. Ange gbogbo ki abo gen de evlan, de evlan, de evlan. Ka ja no.